Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, ça va être très difficile de faire un résumé de presque 17 ans de carrière, mais je dirais que Dayabsa, c'est quelqu'un qui est passionné déjà par l'innovation, par l'entrepreneuriat, par le social, quelque part aussi, qui a fait ses débuts dans une entreprise que l'on appelle Procter & Gamble, qui est très connue dans les livres de marketing parce qu'ils sont dans les biens de consommation. Et simplement parce que ce sont des Américains qui ont su garder une enseigne pendant plus d'une centaine d'années. Mes débuts, je dois dire que j'ai été vendeuse, tout simplement. J'ai été commerciale, comme on l'appelle très souvent sur le terrain, à vendre à l'époque des produits tels que Pampers, des serviettes hygiéniques telles que Always, pour ne pas faire de publicité. Mais c'est vous dire que si on doit comparer ma trajectoire ou ma position actuelle avec ce par quoi j'ai commencé, il y a quand même une sacrée différence. Et des biens de consommation, je suis passée à tout ce qu'on peut appeler technologie de manière générale, parce que dans ma logique, j'ai toujours voulu avoir un marché un peu plus grand. Je voulais toujours me dire qu'est-ce que je peux encore faire pour servir plus de monde ou pour avoir un impact sur plus de gens. Et en rejoignant Samsung Electronics, cela m'a permis d'avoir non seulement une visibilité sur l'impact de la technologie sur notre vie de tous les jours, tout simplement, mais cela m'a également permis de comprendre à quel point en jouant sur la technologie, on peut avoir un impact assez important au-delà même de nos maisons ou au-delà même de l'utilisation que l'on fait de nos portables, de nos télévisions ou de nos réfrigérateurs. Ensuite, j'ai pris goût à la technologie. Donc je me suis dit, allez, je me lance un nouveau défi. Cela a été le fait de rejoindre IBM qui à l'époque recrutait pour l'Afrique du Nord plusieurs pays, parce que dans toutes ces responsabilités, j'ai toujours voulu couvrir plusieurs pays en Afrique. Pour plusieurs raisons, on y reviendra certainement durant l'interview, mais à chaque fois, j'aimais toujours attirer et toucher beaucoup plus de personnes. Et là, j'étais au cœur de la technologie. Qui parle d'IBM, parle de Watson, de tout ce qui est intelligence artificielle ou l'ancêtre de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. On parle beaucoup de ChatGPT, mais à l'époque, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aller rechercher ce que Watson, IBM Watson a fait dans toutes ces industries telles que la santé, telles que même parfois dans la cuisine. La technologie révolutionne notre manière d'être et de penser. Et en même temps que je faisais ces assignments, ces responsabilités professionnelles, j'ai toujours tenu à avoir une forte présence sociale, un impact au niveau de ma communauté. On y reviendra très certainement. Mais après 10 ans dans le secteur privé, j'ai décidé de rejoindre le secteur public en devenant fonctionnaire, donc diplomate, et en m'investissant jusqu'à ce jour à ce que nos pays soient beaucoup plus en rapport avec la technologie, bien entendu, beaucoup plus connectés pour pouvoir avoir un impact sur leur développement. Une question pas très facile. Alors, je pense qu'il n'y a pas de définition universelle. Je pense que le succès, c'est peut-être un parallélisme entre l'objectif que l'on se donne et le résultat auquel on aboutit. Alors pour certaines personnes, cela peut être affilié au matériel, pour d'autres, cela peut être affilié à la position sociale. Personnellement, je pense que le succès, c'est de pouvoir atteindre ou transformer des vies de manière à laisser une empreinte indélébile, parce que nul n'est éternel. Je pense que l'impact que l'on laisse
chez chacune des personnes à qui l'on parle, un sourire est un succès parce que c'est une manière de transformer peut-être la journée de quelqu'un. Alors oui, effectivement. Au début, à 20 ans, vous savez, avec la jeunesse, j'étais beaucoup plus dans le fait d'atteindre des objectifs, d'atteindre mes KPIs, comme on dit, Key Performance Indicators, donc des facteurs clés de succès. J'étais beaucoup dans le besoin de prouver, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai rejoint le milieu professionnel très très jeune. Mon premier emploi avec Procter & Gamble, je devais gérer une flotte commerciale. J'ai commencé avec 11 personnes. En partant, il y en avait un peu plus de 60 qui avaient des voitures, qui étaient sur le terrain, qui descendaient. Donc pour la plupart, ils avaient peut-être l'âge de mes oncles, de mes grands frères. Donc j'étais assez jeune. Il fallait que je montre que l'âge n'était pas forcément un frein. Et ensuite, il y a le fait que j'étais une femme. Donc une femme dans un milieu d'hommes. Cela demande toujours d'être assez ferme et d'être très exigeant. Donc oui, j'étais exigeante vis-à-vis de moi-même. Et à l'époque, le succès tel que je le voyais était beaucoup plus peut-être tourné vers le besoin de prouver. Mais aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, effectivement, je pense que la seule constante, c'est le fait que du début de ma carrière jusqu'à présent, j'ai toujours voulu avoir un impact sur les personnes avec qui j'interagissais. Alors, j'ai déjà abordé cet aspect femme, donc genre, et l'aspect âge. Il y a un point dont j'ai parlé tout à l'heure qui est le point culturel, c'est-à-dire que j'ai eu à interagir avec plusieurs cultures. Et lorsqu'on a ce brassage culturel, il est important de comprendre deux choses. La première, selon moi, c'est l'importance de savoir qui l'on est et d'où l'on vient. C'est-à-dire que les valeurs qui m'ont porté sur le plan culturel, étant une lébou et fière de l'être, était de savoir quelles étaient les valeurs propres à cette culture sénégalaise. La teranga, comme on dit, l'hospitalité, la courtoisie, le fait d'être correct, de vouloir le bien de tous dans un esprit d'équipe. Mais la deuxième chose qui était importante par rapport à ce brassage culturel, c'est l'ouverture. Je pense qu'il nous faut nous ouvrir à d'autres cultures pour mieux comprendre l'essence de la nôtre. Et c'est parce qu'on apprécie, parce qu'on accepte que l'autre est différent, je pense que l'on grandit individuellement, personnellement et bien entendu professionnellement. Alors, au niveau d'IBM, il faut peut-être retracer un peu le parcours que j'ai eu. Quand j'ai commencé par North and West Africa, donc l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Et c'est par la suite que j'ai gravi les échelons pour passer à l'Afrique, au Moyen-Orient, à la Turquie. Pourquoi est-ce que je pense que cette précision est importante? Parce qu'il faut comprendre que dans les marchés globaux, le plus vous apportez de la valeur à l'entreprise, le plus ils ressentent le besoin de vous amener à un niveau un peu plus stratégique que le niveau dans lequel vous êtes. Et ce à quoi je m'évertuais à chaque fois, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas forcément. De prendre les données que j'avais et d'en faire des campagnes, surtout marketing, parce que je gérais l'aspect marketing et surtout avec les distributeurs de nos produits et services. Je faisais en sorte qu'ils voient de la valeur dans le fait de venir travailler avec IBM. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai eu plusieurs trophées, disons, et reconnaissances. L'un d'entre eux a été reçu depuis Armonk aux États-Unis, c'est la maison mère. La raison pour laquelle cette campagne-là avait réussi,
c'est parce que je m'étais basée sur un film à l'époque. Donc quelque chose de très simpliste, un film que tout le monde connaissait, que j'ai transformé en campagne marketing pour que l'équipe commerciale puisse aller au-delà de leurs objectifs. Alors ça avait tellement fonctionné, à l'époque je me rappelle que c'était le film Transformers, qu'ils l'ont adoré tout simplement, et que ça a atterri au niveau du vice-président de IBM Cloud à l'époque, qui était à Armonk. Le deuxième exemple que je voudrais donner, toujours dans la même logique d'être assez simpliste, on organisait un concours au sein du Moyen-Orient et de l'Afrique et de la Turquie qui s'appelait IBM Wild Ducks. Donc on devait penser à des projets qui soient tellement innovant que ça pouvait avoir un impact certain sur les communautés. Le projet que j'avais soumis à l'époque était un projet de prédiction en utilisant la technologie analytique et tout simplement ce que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qui adviendrait si on utilisait l'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper sur les carrières de nos jeunes apprenants. Alors, peut-être que je vais commencer par Samsung. Alors, chez Samsung, ce que j'ai appris, c'est le fait d'être résiliente. Parce que c'est un environnement où, je me rappelle culturellement, il y avait beaucoup de friction à l'époque entre le management et les employés. Et il faut comprendre que c'est dans l'entente, c'est dans la communication que des résultats peuvent se faire. Donc s'il y a des soucis de communication, de langage, ça devient assez compliqué. Et donc la résilience aussi, c'était dans le fait de pouvoir battre à l'époque nos concurrents, parce que Samsung venait d'arriver, disons, au Sénégal, et il fallait asseoir la technologie Android. À l'époque, il y avait d'autres types de téléphones portables, etc. Il fallait être audacieux pour avoir des parts de marché, mais il fallait simplement aussi être innovant. Au niveau de IBM, je dirais que c'est le fait de pouvoir toujours sortir de sa zone de confort. IBM m'a marqué dans le sens où on ne nous donnait pas forcément de limites, ou on ne donnait pas de limites à notre imagination tant que c'était en phase avec les valeurs éthiques de l'entreprise. Alors, au sein de la Banque africaine de développement, je gère ce qu'on appelle le laboratoire d'innovation et d'entrepreneuriat. En gros, c'est une équipe qui réfléchit à une manière innovante d'adresser des problèmes de développement. Comme vous le savez, la banque, c'est une banque de développement qui accompagne donc les gouvernements africains, on les appelle les pays membres. Et l'idée est de pouvoir repenser certaines problématiques sociales afin d'y apporter des solutions durables. Donc notre rôle est de tester des idées innovantes permettant d'atteindre soit un impact plus important, soit une productivité plus accrue. Et le projet dont je suis extrêmement fière a été incubé pendant 6 années. Ça s'appelle Innova. Donc c'est une plateforme en ligne qui met en relation toutes les personnes ou toutes les différentes parties qui contribuent au développement du tissu entrepreneurial d'un pays. On a ce qu'on appelle par exemple les organisations de structures d'accompagnement aux entrepreneurs ou aux entreprises qui ont un travail très clair d'incubation et d'accompagnement ou de formation des entrepreneurs. Seulement, l'entrepreneur n'est pas toujours au courant des opportunités qui peuvent se présenter à lui ou à elle. Et c'est pour cela qu'on a réfléchi à cette plateforme qui a un tableau de bord qui nous permet de voir les nouvelles entrées, les inscriptions, les échanges, la mise en réseau. C'est un peu comme
réseau social, mais spécifiquement dédié aux entrepreneurs. Donc cette plateforme plutôt a été officiellement lancée en février dans le cadre du Sunculp Summit au Kenya. Et aujourd'hui, on compte des milliers d'organisations de support aux entreprises, mais aussi des centaines et des centaines d'opportunités de financement, de formation, de renforcement de capacité auxquelles ces entrepreneurs ont droit. Alors, JIDER, c'est une association qui porte mon plaidoyer en tant que grande advocate, comme on dit, du volontariat. Cela veut dire jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional. Notre objectif est de mettre en place un réseau ou un écosystème permettant d'appuyer l'entrepreneur de A à Z. Aujourd'hui, nous commençons dès l'âge de 8 ans. Parce que l'on sait que l'aptitude que l'on peut avoir en étant jeune, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du produit qui avait été développé pour IBM, si ces compétences sont accompagnées, nurtured, comme on dit en anglais, cela permet de renforcer l'impact que ce jeune peut avoir pour sa communauté et donc pour son pays et pour son continent. JIDER a plusieurs commissions et tout ne s'est pas fait en une journée. Ça a été 11 ans d'action, 11 ans d'intervention au niveau de ces 25 pays partenaires, incluant le Sénégal où l'association est enregistrée, où l'on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut prendre un enfant, en faire un entrepreneur et accompagner son développement. Donc l'une des commissions, par exemple, il y a 9 commissions, mais l'une des commissions qui s'appelle Ayonene Santé et Action Sociale, par exemple, permet de repenser la manière dont on aide les pouponnières. Il est toujours très bien d'apporter des couches, du lait, du matériel parce qu'ils en ont besoin là maintenant, mais JIDER a été l'une des premières associations à se rapprocher de la pouponnière de Mbour pour mettre en place un champ qui leur a permis d'avoir des vingtaines de kilos d'oignons à l'époque avant la période Covid. C'est un exemple très concret pour vous dire qu'il y a tant et tant de manières d'accompagner, mais en innovant et en œuvrant pour des actions, disons, solidaires et durables. Alors, je vais juste leur demander peut-être d'acheter le livre, mais le plus important, je pense, dans cet aspect accompagnement, c'est que dans le livre, on parle de leadership. Et on parle de leadership moderne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature pour revoir notre position, d'abord en tant que femme, parce que c'est 2 femmes qui ont coécrit ce livre avec ma collègue Funky, Nenaya Michaels, qui est nigériane et qui est une ancienne collègue d'ailleurs de Samsung Electronics. C'est pour vous dire déjà à quel point il est important de garder de bons termes et de bonnes relations entre collègues. Mais les 2 leçons que vous m'invitez à partager, j'aurais dit peut-être la première leçon, c'est la sororité. La sororité dans le sens de comprendre qu'entre femmes, nous pouvons nous entraider. Nous pouvons faire en sorte que l'une et l'autre puissent accéder à des sphères assez élevées au niveau de nos parcours professionnels respectifs, sans pour autant nous battre, sans pour autant être dans des petites guéguerres, sans pour autant être dans peut-être les petites calomnies, etc. Mais être certainement dans le fait d'être la meilleure avocate de l'autre lorsqu'elle n'est pas assise sur la table. Donc cette sororité qui est transcrite par ma relation avec une ancienne collègue qui est Funky Nenaya Michaels montre qu'il est possible qu'une femme accompagne une autre femme. Donnez-vous juste ce défi.
Identifiez quelqu'un que vous pouvez accompagner ou aider, qui est une femme, à soit réussir son entreprise, soit réussir son parcours professionnel, et même pourquoi pas réussir son parcours personnel. Le deuxième point, la deuxième leçon, c'est l'importance du mentorat. Est-ce que vous avez un mentor ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire, qui vous montre à quel point vos compétences sont importantes et qu'il faut les développer? Beaucoup de nos sœurs se retrouvent peut-être dans un carcan ou obligées de ne pas évoluer dans leur carrière professionnelle parce qu'elles n'ont pas eu de modèle leur permettant de savoir qu'il était peut-être parfois possible de gérer un ménage et une entreprise. Si elles ont ces exemples, si elles ont cette possibilité, si elles ont cette main tendue qui leur permet de pouvoir identifier leur plan de carrière professionnelle, je pense que nous serons beaucoup plus de femmes à nous asseoir à des postes de responsabilité un peu partout. Alors, spirituel, ce sont des podcasts que j'ai pensé à l'époque. J'étais en Côte d'Ivoire, j'habitais à Abidjan, où j'ai fait 5 années. Et l'objectif était d'accompagner des jeunes femmes qui étaient venues me voir un peu avant la période de Ramadan, parce qu'elles m'ont confié qu'elles ont envie d'en connaître un peu plus sur notre religion. Donc, elles ont même fini par se convertir à l'islam. Et à l'époque, elles ne trouvaient pas forcément de contenu leur permettant de comprendre en quoi il était important de pouvoir, par exemple, garder le voile parce qu'elles me voyaient tout le temps voilée et tout le temps active. En quoi est-ce que cela permettait d'être beaucoup plus résiliente, des choses de ce genre. Donc on a lancé un podcast qui s'appelle Spirituel, qui est aujourd'hui très suivi. On est un peu plus de 2000 personnes. Enfin, le dernier épisode a accueilli un peu plus de 4000 personnes qui l'ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'on mêle la spiritualité avec le développement personnel. Et en tant que femme, parce que je parle de mon propre vécu, de ma propre expérience que je partage, parfois on parle aussi d'hommes qu'on invite à mieux nous comprendre et à mieux nous accompagner. Aux yeux de cette spiritualité, comment une femme peut développer ses capacités, ses compétences et ne pas toujours être en retrait. Parce que le Coran nous exhorte en tant que femme à être brave, résiliente et à être des modèles d'enseignement et d'éducation dans nos communautés respectives. Alors, la sérendipité, je vais expliquer peut-être ce qu'est la sérendipité. La sérendipité, c'est un concept, je vous invite à le rechercher sur Google également pour en savoir un peu plus, mais il permet de découvrir ou il aboutit à la découverte de quelque chose de nouveau alors que l'on cherchait quelque chose d'autre. Donc c'est comme si c'était par hasard, entre guillemets. Et comme moi, je ne crois pas du tout au hasard, moi, cela m'a intégré ce que c'est que ça, la sérendipité. Par exemple, en recherchant, vous verrez que ce produit, ce n'est pas de la pub, mais le Coca-Cola a été découvert complètement par erreur, entre guillemets, ou par hasard. Et il arrive souvent que dans nos rencontres, dans nos échanges, on se rende compte de ce que la personne nous apporte bien après. Parce que justement, ce n'est pas par hasard que cette rencontre-là a eu lieu. Alors, c'est un autre pan qui me passionne beaucoup. Donc la technologie me passionne énormément, comme je l'ai dit en début d'entretien. Et pour moi, la transformation numérique passe forcément par 3 éléments. Le premier, c'est la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bataille, la vraie, ce n'est pas forcément l'or, le gaz, c'est la donnée.
Lorsque vous avez une donnée et que vous maîtrisez les données que vous avez la possibilité non seulement de faire une analyse prédictive, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour anticiper sur l'impact économique qu'une décision peut avoir, par exemple, mais cela vous permet de comprendre et de pouvoir anticiper et prévoir tout ce qui est rentrée d'argent, par exemple, tout ce qui vient du trésor public, tout ce que vous pouvez prendre en impôts, etc., etc. Et pour un pays, c'est instrumental. C'est juste extraordinaire tout ce qu'on peut faire en ayant accès à de la donnée. Donc la souveraineté numérique. Le deuxième point qui est très important, c'est de pouvoir avoir un tableau de bord ou un dashboard qui permette d'identifier quel est l'état des lieux. Aujourd'hui, si on prend des postes tels que l'éducation, tels que la santé, où est-ce qu'on en est? Dans combien de points de santé est-ce que nous avons peut-être un docteur? Dans combien d'écoles pouvons-nous être assurés qu'à la rentrée scolaire, il n'y aura pas de problème parce que cette école n'aura pas été transformée peut-être en abri provisoire? Ce sont des éléments de données qui peuvent être absolument cruciaux dans le fait de repenser nos stratégies économiques et sociales. Et le troisième point qui me semble être important, c'est l'accès à l'information ou l'accès à la technologie. Vous voyez qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de transférer de l'argent d'une structure à une autre, d'un individu à un autre. Donc c'est le fintech. Il y a la possibilité de repenser la manière dont les outils technologiques sont mis en œuvre au niveau de notre agriculture. C'est l'agtech, donc agritech. Il y a un moyen de pouvoir repenser l'éducation de manière à propulser l'apprentissage des plus petits, la technologie et l'éducation, donc EdTech. À chaque fois qu'il y a un problème particulier, la population ou l'individu ou le citoyen a la possibilité de le résoudre grâce à la technologie. Mais cela demande bien entendu un agenda, une volonté du gouvernement de le mettre en place pour aboutir justement à des résultats assez probants. Alors, à travers le New Deal technologique, il y a une réelle volonté de pouvoir mettre à disposition des ressources non seulement dans le public mais dans le privé. Si nous imaginons tous les projets que l'on peut avoir à notre niveau, au niveau national, propulsés par du donnant-donnant, avec la technologie qui pourrait venir du Japon, de la Chine, de la Corée, on aurait multiplié par X le nombre ou l'impact que l'on peut avoir sur nos populations. Donc, à mon avis, le premier défi est de pouvoir mobiliser des ressources financières et techniques à même de pouvoir nous permettre d'avoir les compétences d'atteindre les 3 points dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la souveraineté numérique, la coordination ou le service à donner aux populations et enfin la possibilité de pouvoir nous imprégner de plusieurs autres technologies pour notre propre bien ou pour notre propre développement. C'est une question difficile. Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer beaucoup de personnes. Je n'ai jamais, en termes de carrière, fixé le point de chute. Donc le prochain, je n'ai aucune idée. J'estime déjà avec une grande reconnaissance que Dieu m'a permis d'achever pas mal de projets. Il m'a également permis d'en initier plusieurs. Je pense que c'est plus de la reconnaissance et de la gratitude vis-à-vis de tout ce que j'ai aujourd'hui, en espérant que tout ce qui viendra après servira la communauté. Waouh, l'héritage, je dirais
je dirais, une culture où on contribue de manière positive au développement de notre communauté. Vous savez, il y a un niveau peut-être de maturité que l'on atteint qui consiste à ne pas juste penser à son salaire, à son bien-être, à ses enfants peut-être ou à sa famille, mais il y a un besoin de pouvoir accompagner d'autres à réaliser leurs rêves et à peut-être exécuter leurs projets avec le peu que Dieu nous aura donné de compétences ou d'expérience. Merci beaucoup. Je tenais à remercier Sénégel pour cette opportunité, à vous encourager à encore plus aller de l'avant. Je suis impressionnée par la présence des femmes au niveau de votre équipe et de votre organisation, impressionnée aussi par la pertinence et la concision que vous avez à toujours vouloir donner des références à travers cette émission Trajectoire. Donc j'espère que ce message ou que cette interview servira à d'autres jeunes sœurs, à d'autres jeunes frères, et que ce message justement pourra avoir ou être une tache d'huile, comme disait le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui priait à l'époque où on lançait JIDER, que JIDER, l'association, soit une tache d'huile pour le Sénégal et pour l'Afrique et pour la communauté.